Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai voulu revenir avec le grand, le beau, le merveilleux Scott Pape. Vous allez vous dire, je pense qu'elle est amoureuse, mais non, je ne suis pas amoureuse, mais je trouve que cet homme est juste extraordinaire, qu'il a beaucoup à donner. Mon travail au quotidien, c'est de prendre les informations qu'il donne, essayer de les comprendre et de les adapter au système français. Aujourd'hui, je voulais vous donner 8 conseils que je n'ai peut-être pas beaucoup mis en avant, ou ce sont des choses qui viennent de sortir, enfin qui vient de donner. Donc voilà une petite actualisation de quelques petites astuces qui sont très très pertinentes, que ça soit en France ou même dans d'autres pays francophones. Que vous soyez célibataire, avec enfants, avec conjoint, conjointe ou pas, ce sont des choses qui peuvent être applicables, utilisables et super pratiques. Alors vous allez voir, il y a un peu de tout, mais tout est très pertinent. J'ai fait ma petite sélection de mes astuces préférées, donc j'espère que vous êtes prêts. On va commencer par la première astuce que j'ai choisi de vous partager. C'est parti. Alors on va commencer directement dans le dur avec la thématique de l'achat de la maison. Acheter ou pas acheter, louer ma résidence principale ou pas. Alors il y a beaucoup de personnes, pas qui se contredisent forcément sur le sujet, mais qui ont des avis très différents et très tranchés et qui disent que c'est la meilleure solution. Donc pour vous faire un petit topo, il y a un courant d'idées de personnes qui disent « je n'achète pas ma résidence principale ». Mes investissements dans l'immobilier doivent être des investissements locatifs pour faire en sorte que ça soit quelque chose qui me rapporte de l'argent. Et une maison que j'achète pour moi, ça n'est pas un investissement, ça ne me rapporte pas forcément d'argent, c'est plutôt un passif. Parce que ça me coûte de l'argent, je ne récupère pas de somme chaque mois et je dois m'occuper de l'entretien, etc. Donc il y a beaucoup de personnes, notamment des personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'immobilier, qui louent leur résidence principale, du coup qui se louent une très belle résidence et qui à côté construisent leur patrimoine immobilier avec des acquisitions que eux-mêmes font. Donc moi au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, c'est plutôt ce type d'information-là qui est venu à mes oreilles et je me suis dit, ouais c'est vrai, c'est logique, il ne faut pas que tu achètes ta résidence principale parce que ça ne sera pas un actif et ça ne te permettra pas de gagner de l'argent. Surtout aussi, il y a autre chose, c'est que si on achète notre maison avant d'acheter un bien pour le faire louer, ça va être plus compliqué parce que l'on aura déjà un endettement qui sera plus élevé que si on n'avait rien du tout. Donc la banque ne verra pas forcément notre capacité à faire de l'argent avec un bien que l'on achète, puisque notre premier bien sera un bien qui nous fera perdre de l'argent. Donc après, pour se construire un patrimoine immobilier, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Les banques voient qu'on est plus endetté que si on n'avait aucun prêt. Donc ça, c'est vraiment les pour, entre guillemets, de se dire « je n'achète pas ma résidence principale ». Après, j'ai découvert Scott Pape. Et en fait, c'est la première personne qui parle d'argent qui m'a expliqué, bon, il m'a pas expliqué à moi directement, même si j'aurais bien aimé, mais dans ses livres, en fait, il dit que si notre rêve, c'est d'avoir une maison, si notre rêve, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut dans cette maison, c'est d'avoir un patrimoine et d'avoir un héritage à donner à ses enfants. Si ça nous tient à cœur d'avoir une maison qui est à nous complètement, il ne faut pas s'empêcher, il ne faut pas se restreindre et se frustrer à se dire « Ah non, non, il ne faut pas que je le fasse parce que toutes les meilleures personnes dans l'argent disent qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale. » Notre argent, on le gagne chaque jour, on travaille dur chaque jour pour pouvoir en faire quelque chose. Alors déjà, il y a une première chose, on n'est peut-être pas tous faits pour faire de l'investissement immobilier, on n'a peut-être pas tous la fibre, on n'a peut-être pas tous envie de se mettre là-dedans, parce que aussi les personnes qui nous parlent d'argent, il y a plein de personnes qui nous parlent d'argent et qui nous font un peu croire que oh bah tiens, du jour au lendemain j'avais 0 d'apport et puis en un an je peux avoir 5 maisons, 5 achats locatifs, etc. On nous vend un peu le truc en mode c'est super simple,
tu verras, c'est super facile, c'est super rapide, etc. Sauf que après, il y a des personnes qui se mettent dans l'investissement immobilier, qui se rendent compte que c'est vraiment pas pour eux en fait. Je sais pas, c'est comme toute activité, c'est un travail, et si on n'a pas la fibre, si ça nous plaît pas forcément, on va faire quoi? On va se priver d'avoir une maison et du coup être dans un truc qui nous plaît pas, qu'on n'arrive pas à rentabiliser, etc. Donc déjà, ça c'est la première chose. On n'a peut-être pas tous envie de se mettre dans l'investissement locatif, même si je pense, je vous donne mon avis personnel, moi, je sais que pour l'instant, je ne peux pas investir dans l'immobilier parce que je suis en train de créer mon entreprise. Quand on a une entreprise, pour avoir un prêt, être pris un minimum au sérieux, il faut avoir un minimum de 3 ans de bilan comptable, positif bien évidemment. Donc moi, je me dis dans tous les cas, c'est un petit peu en dehors de, pour l'instant, des projets que j'ai, même si je sais que j'ai envie, plus tard, quand j'aurai tout de bien installé, de commencer à créer un patrimoine immobilier, à me pencher un peu plus dessus. Pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Ça le sera peut-être un petit peu plus tard, parce que on sait que mettre de l'argent dans la pierre, c'est un très bon moyen de le rentabiliser, de le pérenniser, d'être sûr que voilà, ça ne va pas bouger. Voilà, donc ça c'était la première chose. On n'a peut-être pas envie, la fibre ou quoi, de se mettre dans l'investissement locatif. Et deuxième chose, c'est peut-être notre rêve d'avoir une maison. Et pour vous partager un petit peu mon expérience personnelle, quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, c'est là qu'il y a eu un peu une effervescence des entrepreneurs qui faisaient des vidéos sur YouTube. Il y a plein de personnes qui sont vraiment montées et qui parlaient aussi d'investissement locatif. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont explosé dans le minimalisme et c'est là que j'ai commencé à beaucoup adhéré en fait avec ce mode de vie-là. Et je me suis dit, ouais, en fait, moi je vais faire ça, je vais investir dans l'immobilier, je vais louer ma résidence principale, etc. J'étais vraiment avec ça dans ma tête comme projet. Sauf que mon année en tant que fille au père a passé en Nouvelle-Zélande et j'ai commencé à ressentir le manque d'avoir un chez moi. Parce que je vivais chez des gens, bien sûr j'avais un pied-à-terre, etc. Mais vivre chez les gens, c'est jamais pareil que d'avoir son chez-soi. Après, je suis rentrée du coup chez mes parents pendant un petit moment, le temps de m'en remettre. Et puis, j'ai commencé à trouver un travail, etc. Donc, j'ai vécu quelques mois chez mes parents. Et ensuite, j'ai vécu en colocation parce que j'avais trouvé un travail près de la Suisse. Donc, c'est une colocation qui a duré 6 mois. Après, je suis allée travailler directement en Suisse. Mais en Suisse, pour avoir un appartement à la frontière, on nous demande 3 mois validés de période d'essai, donc c'est chose que je n'avais pas pour pouvoir louer un appartement. Donc j'ai vécu chez ma sœur. Et voilà, en fait, ils se sont enchaînés un petit peu beaucoup de mois où je n'avais pas forcément de chez moi. Et là, mon envie d'avoir ma propre place, mon propre endroit qui m'appartient, s'est faite de plus en plus grande. Et maintenant, mon rêve, c'est d'avoir ma maison. Et je suis désolée, peut-être que beaucoup de personnes vont me dire « Ah bah c'est une erreur ». Et bah écoutez, je veux travailler tous les jours pour pouvoir gagner ma vie, mais cet argent-là, il doit me permettre à faire les choses que j'ai envie de faire, à mettre en place mes rêves. Et peu importe si on me dit « Bah c'est une erreur », bah c'est pas grave en fait, c'est mon rêve à moi, donc c'est pas tes rêves à toi. Toi tu penses ça, mais moi, c'est ce que je veux faire. Et Scott Pape, il dit vraiment de but en blanc, si tu veux une maison, économise et achète ta maison, c'est tout. Fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire. Il dit aussi qu'il y a d'autres moyens de se faire de l'argent, de faire grandir notre argent en investissement sur les marchés boursiers. Ça, c'est une très bonne solution. Il y a des choses qui sont assez sécuritaires, il y a des choses qui sont très bien, qui nous permettent d'augmenter notre patrimoine financier sans avoir à mettre une croix sur notre maison, notre propriété à nous. Ok, prochain conseil, c'est que la liberté commence maintenant, le bonheur commence maintenant et que nous n'avons pas à attendre. Oui, c'est sûr que le chemin vers la liberté financière est long. Il faut commencer par rembourser nos dettes, adopter d'autres comportements, ouvrir des comptes en banque, ouvrir des livrets, commencer à mettre de côté, se mettre des objectifs financiers, etc., etc. C'est sûr que c'est long, bien sûr. Alors après, ça dépend de quel endroit on démarre, bien évidemment, mais Rome ne se fait pas en un jour. Le chemin vers la liberté financière, non plus. On est bien d'accord, et ça c'est un petit clin d'œil à toutes les personnes comme moi qui sont juste trop impatientes. Alors, où je veux en venir avec ça ? Où est-ce que Scott Pape veut en venir avec ça ? En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une étude qui a duré 15 ans d'un institut australien spécialisé dans le bien-être. Parce qu'en soi, l'argent, on le recherche pour être heureux, on est d'accord, on ne cherche pas l'argent juste pour avoir l'argent. Et en fait, dans cette étude-là, ils ont dit qu'il y avait 3 choses qui étaient importantes pour le bonheur des gens.
Ils appellent ça le triangle du bonheur. Donc la première chose, c'est avoir un sens à sa vie, a sense of purpose. Et j'aime beaucoup ce mot purpose et je trouve que il se traduit très mal en français. Ensuite, des relations humaines solides. Donc il n'y a toujours encore rien à voir avec l'argent. Et la troisième chose, le contrôle sur sa vie financière. Et c'est là que l'argent intervient. Mais on est bien d'accord que l'argent, c'est pas une fin en soi. Et c'est pas le jour où on aura peut-être 300 000 euros sur notre compte, je dis n'importe quoi, mais le jour où on aura atteint la somme que l'on veut sur notre compte, qu'on a remboursé nos dettes, etc., qu'on se réveillera un matin et qu'on dira « ça y est, je suis heureux ». Non, c'est beaucoup de choses qui sont ensemble et que voilà sur lesquelles il faut travailler. Et l'argent nous servira à acheter, à financer les choses qui nous rendent heureux. Comme je le dis souvent, l'argent n'est qu'un outil, donc si on se met juste à chercher l'argent, à courir après l'argent, entre guillemets, je sors cette expression parce qu'elle sort assez souvent, si on se met juste à faire ça, bien évidemment, on ne sera jamais heureux. Ça, c'est sûr et certain. Je peux vous garantir que si on se revoit dans 15-20 ans et que vous avez ce que vous voulez en termes d'argent et que vous n'avez pas travaillé sur les autres choses, vous ne serez pas heureux. Si je fais la même, ça sera pareil. Par contre, ce qui est vrai, c'est que avoir la sensation de ne pas avoir le contrôle sur notre situation financière nous rend malheureux. Parce que on a un instinct de survie et les besoins primaires, c'est de manger, boire, avoir un toit sur la tête. Et ça, bien évidemment, c'est des choses qui s'achètent avec de l'argent. Donc, quand on a la peur de manquer, c'est simplement notre instinct de survie qui nous fait des alertes, qui fait « Didou, 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 attention, attention ». Voilà, vous voyez. Et quand on a atteint une sécurité financière, on omet toutes ces peurs-là qui nous font prendre des mauvaises décisions au quotidien, qui nous font juste stresser, nous coucher trop tard le soir, être anxieux avant d'aller se coucher, se lever, avoir une première pensée en disant « faut que je dépense mieux, il faut que je gagne plus, il faut que si, il faut qu'on fasse attention, blablabla ». Donc la liberté n'attend pas, le bonheur n'attend pas non plus. Travaillons sur ces trois choses-là qui sont les relations humaine solide, avoir un sens à sa vie, ça je pense que limite c'est le plus important pour moi, et avoir un contrôle financier bien évidemment. Ok, alors là on va passer du coq à l'âne, je vais vous parler des banques. C'est un sujet que j'aime bien aborder aussi. Alors, en fait Scott Pape, il parle de votre coût d'acquisition pour une banque. Il faut savoir que chacun d'entre nous représente pour une banque déjà un client, mais quelqu'un qui leur rapportera beaucoup d'argent. Jusqu'ici, on est d'accord. Et ce qui nous explique, ça c'est des chiffres australiens et je pense qu'on peut transposer à peu près la même chose en France. En Australie, ça coûte environ 1 000 $ à une banque d'acquérir un nouveau client. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit de ça ? C'est que une banque ne dépenserait pas 1 000 $ pour acquérir un client si elle ne lui rapportait pas moins de 1 000 $. Sinon, il ferait à perte. On est bien d'accord. Donc ça veut dire qu'on ait un potentiel gain d'argent d'un minimum de 1 000 $. Ça serait intéressant d'avoir les données exactes en France. Malheureusement, elles ne sont pas disponibles. Je ne les ai pas trouvées. Mais si on regarde bien, combien d'années est-ce qu'on reste dans une banque ? Généralement, on y est depuis qu'on a, je sais pas, ça dépend si nos parents nous ont ouvert un compte en banque super jeune ou pas, mais allez, admettons qu'on y est à partir de nos 15 ans. Si ça se passe bien, on y reste toute notre vie. Si c'est une banque locale, aka le contraire d'une banque en ligne, donc si c'est une banque locale, chaque mois, on va avoir des frais. Ces frais-là, ça finance la banque. Ensuite, on nous vend des cartes qui coûtent 50 balles à l'année, qui nous assurent pour des éventuels problèmes en voyage, tout ça. Petite expérience de mes parents, ils avaient une carte qui leur coûtait une blinde. Ils ont eu un gros souci pour lequel ils avaient besoin d'être remboursés. Un achat qu'ils avaient fait avec cette carte bancaire, un gros achat. Ils n'ont jamais reçu l'argent. Donc, comme quoi, moi je suis très contente, encore une fois, d'être dans une banque en ligne avec des cartes qui me coûtent 0 parce que je sais très bien que une fois sur deux, on peut nous la mettre à l'envers. Je suis désolée, là on dirait que ça se voit que je suis un petit peu énervée, mais c'est un sujet qui est important pour moi, qui me tient à cœur. Je sais très bien qu'il y a une chance sur deux, si j'ai une carte même qui m'a coûté 50 € avec plein d'assurances, que je ne sois pas remboursée. Donc je préfère garder cet argent-là, le mettre de côté et que au cas où, si un jour j'ai un problème, l'argent que j'ai économisé en ne payant pas les cartes et les assurances, je pourrais le sortir pour me rembourser moi-même. Bien sûr, je ne parle pas des assurances voiture, habitation, etc. qui sont importantes, qui sont vraiment importantes et qui sont obligatoires d'ailleurs. Bon, j'ai un petit peu digressé parce que ça m'anime, mais voilà, c'est pour vous dire que les banques locales,
ont des moyens de gagner de l'argent. Et si vous regardez vos frais d'un petit peu plus près, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui vous prélève en fait. Donc, on est d'accord, si c'est des frais qui sont prélevés chaque mois pendant des années et des années et des années, et s'ils ont un petit peu de chance, vous allez mettre vos enfants dans la banque, et du coup, le coût des 1000 euros d'acquisition, 1000 dollars, pardon, sera totalement rentabilisé très très vite. Donc, une petite raison pour essayer de négocier des prix quand vous en avez à en payer. La chance qu'on a quand on est dans une banque en ligne, c'est qu'on n'a pas forcément de tarifs à négocier parce qu'il n'y en a pas. Mais par exemple, ils nous invitent à négocier des taux d'intérêt de crédit, au fil des années à renégocier et de leur dire qu'on peut avoir un rachat de crédit chez l'autre banque et qui nous fera économiser de temps, etc. Eux, ils n'ont pas d'intérêt à ce que l'on parte. Donc voilà, c'est de se dire de ne pas oublier de vouloir économiser de l'argent, de négocier parce que eux ont tout intérêt à ce que vous y restiez. Ok, prochaine étape, encore quelque chose de totalement différent, c'est que les désaccords entre conjointes financiers se règlent en date. Ça, je trouve ça vraiment top. Je vous parle souvent du fait que l'on peut mettre en place un date par mois, donc un rendez-vous par mois avec la personne avec qui on partage notre vie, pour parler d'argent, pour parler de projets d'argent, pour mettre en place des comptes en banque, pour mettre en place des livrets épargne, voilà. Un moment de plaisir où l'on parle d'argent. Ça permet déjà d'inverser le mal-être qu'on a à parler d'argent. C'est très bénéfique pour le couple, pour les enfants s'il y en a. Et donc en fait, ce qu'il explique, c'est que il a souvent des personnes qui viennent lui dire « Ah bah mon conjoint a fait ça financièrement, il nous a fait perdre ça et du coup il a pris cette décision sans me consulter, sans me demander mon avis et du coup bah qu'est-ce que je fais ? Enfin voilà c'est chiant quoi ». Et en gros ce qu'il explique c'est que ce qui est fait est fait, que dans tous les cas dire le « je te l'avais bien dit » ça n'est dans rien la situation. Et que l'argent est déjà perdu, donc ça serait dommage de perdre son conjointe, sa conjointe à cause de ça. Donc ce qu'il dit, c'est il y a un problème, allez en date. Et ce qu'il dit, c'est première chose, de montrer à la personne, du coup qui nous a peut-être un petit peu déçus avec l'argent, qu'on lui fait confiance et qu'on sait qu'elle ne veut pas à mal, qu'elle veut elle aussi améliorer la situation financière du foyer, mais aussi de lui faire comprendre qu'on a besoin de lui ou d'elle pour nous aider. On a besoin de son aide pour arriver à nos objectifs. L'objectif final, c'est d'arriver à la retraite, d'avoir réussi ce que l'on voulait réussir et d'avoir assez d'argent pour pouvoir vivre nos rêves, vivre confortablement et en sérénité. Ça, c'est l'objectif ultime en fait. Et donc, c'est de lui dire « j'ai besoin de ton aide pour qu'on arrive à cet objectif-là ». Ok, prochain conseil, j'ai nommé l'histoire de la grange. En fait, ce qu'il explique, c'est que pendant la pandémie, il a pris un petit boulot à côté. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il avait un ami qui l'a aidé à avoir ce petit boulot, qui lui a dit « Franchement, je pourrais me faire énormément d'argent si je vendais ces photos-là à la presse en mode le Barefoot Investor. » Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle parce que c'est le livre qu'il a sorti. Scott Pape est ruiné, il travaille en tant que tatata. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il a fait après. Et en fait, il nous explique pourquoi il a fait ça et quelle était son idée derrière la tête. Et quelle est la leçon aussi derrière ce petit boulot. Il a pris un petit travail d'éboueur. Alors il dit déjà qu'en fait, lui, il vit dans une ferme et qu'il avait vraiment besoin de sortir de sa ferme, etc. Donc il vit très bien financièrement, il est très 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 aisé. Mais en fait, il avait un ami qui a une entreprise du coup de ramassage de poubelles et il a dit bah vas-y, est-ce que je peux aller ramasser les poubelles le matin ? Et en fait, pourquoi il a fait ça ? C'est parce qu'il était en train de rénover une grange et qu'il recherchait du mobilier pas très cher. Et il s'est dit, bah, peut-être que je vais pouvoir, en ramassant les ordures le matin, trouver des mobiliers, en fait, que les personnes jettent. Et donc, en fait, il a juste fait ça pendant quelques semaines et il s'est rendu compte, avec beaucoup d'humour, que beaucoup de personnes avaient fait un rangement de type Marie Kondo et avaient jeté beaucoup de mobilier. Et il disait que lui, il avait été un peu choqué parce qu'il pensait qu'il allait récupérer des vieux trucs à rénover, des vieux meubles, mais en fait, il a récupéré des meubles assez neufs, de modèles scandinaves, des trucs comme ça qui coûtent assez cher. Et il dit, les gens ont dû mettre quand même de l'argent dans ces trucs-là. Donc, il en a récupéré. Et en fait, la leçon qu'il nous donne avec ça, c'est qu'il dit que
Il a essayé de trouver du mobilier de grande qualité, sauf qu'en Australie et dans beaucoup de pays du monde, la plupart du mobilier vient de Chine parce que dans nos pays, donc en Australie et je pense en France aussi, on a beaucoup de mal à produire venant de notre pays parce que la main-d'œuvre est plus chère, etc. Et que quand on veut acheter un canapé, on a le choix entre un canapé peut-être à 1000 euros et on a le choix avec un canapé à 5000 euros qui se ressemble très très bien, sauf qu'il y en a un qui est fabrication française, un qui est fabrication chinoise. Au bout d'un moment, c'est vrai que financièrement, c'est un petit peu compliqué de mettre 20 000, 30 000 à juste équiper son salon. Voilà, je grossis les traits, mais c'est pour vous expliquer un petit peu où est-ce qu'il veut en venir. Et donc lui, pour son canapé, il voulait vraiment quelque chose de fait main en Australie. Donc il a décidé de dépenser cher pour quelque chose de fait sur mesure. Mais en attendant, à côté, ses meubles, il a essayé de les prendre via la récup. Et ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, on est plus tenté à prendre un meuble qui va nous coûter moyennement cher, mais qu'on devra rénover tous les 2-3 ans, ou qu'on changera tous les 2-3 ans parce qu'ils nous ont saoulés, ou parce qu'il y a une promo sur un autre truc. Voilà. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est avoir du mobilier, avoir déjà une maison, etc., mais avoir du mobilier qui durera plus longtemps que lui et qui pourra léguer à ses enfants. Et que en soi, financièrement, on s'y retrouve, même si on dépense plus pour une pièce, ça sera quelque chose qu'on ne rachètera pas autant de fois que si on en avait acheté pour moins cher. J'espère que vous comprenez la logique, mais dans un sens, quand on achète quelque chose de moins cher, on y accorde moins de valeur. Donc on est prêt à le changer beaucoup plus souvent. Moi, c'est un petit peu le choix que j'ai fait en achetant mon ordinateur. J'ai acheté des ordinateurs sur Windows et tous les 2 ans, je suis désolée, alors c'est peut-être moi, mais dans tout mon entourage c'est pareil, au bout de 2 ans, l'ordinateur, on sent qu'il est vieux, qu'il a fait son temps. Alors j'ai décidé d'investir dans un Mac que je sais va durer énormément d'années, beaucoup plus longtemps. Alors oui, c'est sûr, à l'achat, il est peut-être 2-3 fois plus cher. Mais s'il me dure 10 ans, dans tous les cas, je serai gagnante. On arrive à la 6e histoire ou la 6e astuce. Là, on va partir plus au niveau parental. Je vous ai parlé dans l'épisode 35, il me semble, de l'organisation pour enseigner aux enfants l'argent. Et ce qui se passe, c'est qu'on a très très peu de monnaie sur nous parfois. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à avoir du cash sur moi parce que j'utilise beaucoup ma carte bancaire. Et quand on fait la distribution en fait des petits de l'argent de poche aux enfants à la fin de la semaine, on donne en pièces. Et c'est dur du coup d'avoir des pièces et de pouvoir faire la pointe à notre enfant. Donc ce qu'il dit, c'est que lui aussi il a très très peu de pièces et que c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il fait, c'est que une fois de temps en temps, il va soit dans un supermarché ou un magasin, il va se faire de la monnaie sur 50 €. Et ça lui permet d'avancer pendant plusieurs mois avec ces 50 € à donner de l'argent de poche à ses enfants. Ensuite, avant-dernier conseil, c'est toujours sur les enfants, c'est comment faire lorsque mon enfant est en course avec moi ou quelque part avec moi et qu'il veut absolument ce truc, qu'il veut absolument que, par exemple, vous savez qu'il ne va pas l'utiliser ou que vous ne voulez pas l'acheter, que ça ne rentre pas dans votre budget, etc. Alors, comment faire en sorte que ça soit un moyen d'apprentissage et pas une crise et que ça se passe bien, quoi. Donc, hormis le fait que, ce qu'il dit, c'est que il vaut mieux éviter, si c'est possible, bien évidemment, d'emmener ses enfants dans les magasins, etc. parce que c'est un milieu rempli de tentations et eux, tout dépend de leur âge, ils vont avoir un petit peu de mal à comprendre que c'est non pour tout. Vous voyez, du moment qu'ils n'ont pas encore appris bien conceptualiser le fait que ça s'achète avec de l'argent et que l'argent, il faut le gagner, que tous les jours on va au travail pour ça, etc. Tout dépend de l'âge, mais on ne l'a pas encore intégré à ce moment-là. Et c'est bien, on peut expliquer à des enfants, mais il y a des moments où quand ça veut pas, ça veut pas. Je ne suis pas maman, mais j'ai été fille au père de 3 enfants de 1 an et demi à 7 ans, donc j'ai vécu une grande palette d'âge et je comprends votre douleur, vous, parents. Donc voilà, première chose, il dit éviter les tentations si c'est possible. Bien évidemment, ça fait partie de leur éducation. Mais si vous pouvez éviter, c'est comme quelqu'un qui est au régime. Si on le met au milieu d'une boulangerie, au milieu de trucs qu'il aime super fort, ça va être super compliqué pour lui à gérer. Et ensuite, ce qu'il dit, c'est que avec l'organisation qu'il met en place, donc je vous inviterai à aller écouter cet épisode 35 où je vous explique tout.
Les enfants ont de l'argent de poche pour les choses qu'ils ont envie d'acheter. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est bien d'avoir un petit porte-monnaie pour chaque enfant et que quand vous allez vous déplacer avec vos enfants, aller dans des centres commerciaux, des magasins, etc., que vous preniez leur porte-monnaie et qu'en cas de grande crise, que le petit veut vraiment son truc, vous lui disiez « Ah bah, c'est bien, tu as ton argent, si tu veux te l'acheter, tu prends ton argent et tu l'achètes avec ça. » Et comme ça, il apprendra beaucoup mieux, il se dira « Ah bah tiens, j'ai cet argent-là, est-ce que je voulais pas acheter autre chose avec ça ? Donc est-ce que c'est si important ? Oui, c'est important, j'achète. Non, c'est pas si important que ça, je n'achète pas. » Et dans tous les cas, si après il regrette, ça lui fera apprendre à bien gérer son argent, à dépenser pour des choses qu'il veut vraiment. Ok, on arrive au dernier conseil qui est de ne jamais donner ses coordonnées par téléphone à qui que ce soit. Donc que ça soit coordonnées carte d'identité et coordonnées bancaires, bien évidemment. Donc ça tombe sous le sens, sauf que c'est de mieux en mieux fait. Les arnaques au téléphone, je vous garantis que c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Donc eux, ils gagnent très bien leur vie. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui s'est fait escroquer 500 € et je peux vous dire qu'elle n'y a pas vu venir, mais pas du tout. C'est quelqu'un de très sensé, qui aurait jamais pensé en fait que ça puisse arriver. Mais c'est super bien fait. Donc soit ils se font passer pour la police, soit ils se font passer pour une banque. Donc ils viennent avec des scénarios très élaborés. Il faut vous dire que ça, c'est des choses qui sont travaillées, qu'ils utilisent à longueur de journée, que c'est des gens qui passent leur journée à appeler. Et pourquoi c'est super important de faire attention à ça maintenant ? C'est qu'avant, les arnaques, elles se faisaient énormément par mail. Parce qu'à un moment donné, à l'arrivée de l'Internet, il y a eu les mails qui sont arrivés et les mails étaient gratuits à envoyer. Donc ça paraît normal maintenant, mais à l'époque, c'était une révolution, quoi. Donc, les personnes ont commencé à utiliser les mails pour pouvoir en envoyer des tonnes et des tonnes. Et bien sûr, tout le monde ne croquait pas à l'hameçon, mais si sur 10 000 mails qu'on envoie pour escroquer, 2 000 € et qu'il y en a 10 qui répondent, c'est toujours 10 fois 10 000. Donc c'est toujours ça de gagner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les gens s'en sont rendus compte. Donc je ne sais pas qui a travaillé ça dans le monde de l'Internet, entre guillemets. On dirait une vieille qui dit ça, mais j'aime bien dire le monde de l'Internet. Il y a eu les boîtes spam qui ont été créées. Donc maintenant, elles sont de plus en plus efficaces. Donc même parfois trop. Des gens qu'on connaît qui nous envoient des mails, ça passe dans les spams. Mais c'est quand même mieux. On reçoit de moins en moins de mails d'arnaque sur notre boîte mail. Si elles passent, c'est vraiment qu'ils sont bons. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une solution qui fonctionne encore très bien, c'est le téléphone. Aujourd'hui, on peut appeler en illimité. Et ça fait pas très longtemps que ça existe. Donc, pour pallier au fait que les mails, ça passe un peu moins, maintenant, c'est les appels. Et les gens, ils appellent tous les jours. Ils ont des listes d'appels, un petit peu comme moi, je faisais de la prospection téléphonique. T'appelles, et puis il y a bien quelqu'un qui va répondre oui, quoi. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'on l'a appelé. Donc ce type d'arnaque, j'en ai pas encore entendu parler en France, donc peut-être que ça permettra de faire de la prévention. Donc lui, on l'a appelé en lui disant que une voiture qui a été louée à son nom a été retrouvée avec 20 kilos de cocaïne dedans et tout, et que il risque des amendes et qu'il est vraiment dans le beau drap, quoi. Le monsieur lui dit « Je suis un tel du commissariat de police de tatata, mon numéro c'est nanana », le truc super crédible. Et en fait, il l'a vu venir et du coup, le policier, lui a demandé ses coordonnées de carte d'identité. Et dès qu'il lui a donné ses cartes d'identité, il a changé de visage et il lui a dit vous venez de vous faire arnaquer, on va vous demander ça, sinon on va venir vous piocher je sais plus quoi dans votre compte. Voilà, je vous le fais en gros. Mais il y a plein d'autres arnaques. L'arnaque là, dont j'ai entendu parler, c'est qu'on vous appelle, on vous dit oui, on a vu ce prélèvement de 500 € sur votre compte, on est votre banque bien évidemment, et on vous dit pour annuler le virement, il faut que vous alliez sur ce lien, je vous l'envoie par mail, et du coup, il faut confirmer le truc pour qu'on puisse l'annuler. Donc en fait, par téléphone, ils vous font confirmer l'arnaque. Voilà. Et comme vous avez confirmé de votre propre doigt sur votre ordinateur, la banque, après, elle va vous dire « Je suis désolée, vous avez confirmé, donc on va pas vouloir vous rembourser. » Et il faut se battre pour se faire rembourser. Alors vraiment, le conseil, c'est de ne jamais donner quoi que ce soit par téléphone. Si quelqu'un vous appelle, par expérience,
la banque ne m'appelle jamais. Je suis désolée, moi la banque ne m'a jamais appelé. Elle m'envoie des SMS parfois, mais la banque ne m'a jamais appelé. Franchement, vous ne perdez rien à raccrocher et à rappeler vous-même votre banque à dire « On m'a appelé, est-ce que c'est vous qui faites ça ?» Et c'est pas grave, vous pouvez vous dire « Ah mais quand même, la personne, elle est super sympa, elle parle bien français, etc. » Elle fait ultra crédible, je vais pas l'envoyer balader quand même. Et bah je suis désolée, même vous faites genre ça coûte plus, je sais pas, faites votre numéro, j'en sais rien, mais ne laissez pas faire. Moi je me souviens, il y a une fois, j'ai préféré passer pour une chiante de service que de prendre le risque de me faire arnaquer. Parce que je m'étais fait pirater mon adresse mail et comme une super phobique administrative qui avait peur d'oublier tous ces mots de passe, avant, j'avais le même mot de passe de partout. Mais quand je vous dis de partout, la personne qui m'a piraté mon mot de passe et mon adresse mail, elle avait accès à toute ma vie. Mais je peux vous dire que j'ai flippé. Et ça m'a fait une bonne leçon. Du coup, maintenant, je peux vous dire que j'ai des mots de passe genre de malade pour chacun de mes comptes qui est différent pour chacun de mes comptes. Ça aussi, c'était une belle leçon que j'avais. Et c'était pour récupérer mon compte Netflix. Donc, c'est Netflix, je sais plus si c'est Netflix qui a appelé ou si c'est moi qui ai appelé. Suite à... En fait, j'avais reçu un mail de Netflix pour me dire que j'avais été... que quelqu'un s'était connecté sur mon compte, etc. Donc j'avais cliqué, machin. Et du coup, sur le contexte, ça jouait parce que du coup, c'était au même moment. Donc je me suis dit, ça y est, c'est mis sur mon Netflix aussi, quoi. Ça y est, il prend toute ma vie, quoi. Et en fait, donc moi, j'étais au téléphone avec le monsieur et il me demandait, pour pouvoir être sûr que c'était moi ou pour pouvoir être sûr que... pour pouvoir changer les codes ou j'en sais rien. Au début, il me demande les 4 derniers chiffres de ma carte bancaire pour pouvoir confirmer. Ça, c'est des chiffres quand même qu'on nous demande quand même souvent sur différents instituts. Et donc, je lui donne. Et après, il me dit, donc maintenant, prochaine étape, donc on passe plusieurs étapes. Il me dit maintenant, prochaine étape, donnez-moi les 4 premiers chiffres de la carte bancaire. Et là, je me suis dit, oula, attends. On va pas non plus s'enflammer. Je lui ai dit, je suis désolée, je ne peux pas vous les donner. Merci de m'aider comme vous le faites, mais là, moi, c'est contre mes valeurs. Je ne peux pas faire ça. Voilà, je lui ai demandé comment est-ce qu'on peut faire autrement. Il a essayé de trouver des solutions et on a très bien trouvé une solution. Bon, ça fait quelques temps, donc je me souviens plus exactement de tout, mais je sais qu'en tout cas, je ne lui ai pas donné 4 autres chiffres de ma carte bancaire. Ça, c'était non. Bon, après coup, j'avais bien vu que c'était bien quelqu'un de Netflix qui ne voulait pas m'arnaquer, mais en tout cas, au moins, j'ai préféré paraître très très embêtante qu'à prendre le risque de donner mes coordonnées bancaires. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu. Donc, pour vous résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, première chose pour l'achat de la maison. Si vous voulez vous acheter une maison principale, économisez de l'argent et achetez-la. On s'en fout, faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas de maison principale en tant que propriétaire, faites-le aussi. Il n'y a pas de règles, il y a des choses bien dans les deux cas. Donc faites ce que vous voulez avec l'argent que vous gagnez chaque jour durement. Ensuite, la liberté commence maintenant. Ayons un équilibre entre avoir un sens à notre vie, des relations humaines solides et le contrôle sur nos finances. Ensuite, le coût d'acquisition dans notre banque. Alors, on coûte cher à acquérir pour une banque, donc on leur rapporte de l'argent. Faisons en sorte de négocier les prix lorsque l'on peut négocier au max, c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, si on a des désaccords entre conjoints sur de l'argent, il faut le régler en discutant et en se rappelant qu'on a tous un objectif commun. Après, l'histoire de la grange, c'était pour révéler un petit peu la longévité du mobilier, essayer de se dire j'investis pour des choses qui vont durer, qui sont de qualité et qui seront pourquoi pas encore là quand moi je ne le serai plus. Ensuite, la petite astuce pour les parents qui font le petit budget avec leurs enfants, c'est d'aller se faire de la monnaie une fois de temps en temps pour pouvoir distribuer des petites pièces. Prochaine astuce également pour les parents, c'est de toujours emmener le petit porte-monnaie des enfants s'ils veulent absolument quelque chose et qui tapent aussi du poing sur la table. Et dernière chose, c'est de ne jamais donner ses coordonnées par téléphone à qui que ce soit, quitte à paraître très très embêtant. Ce n'est pas grave, on a trop de respect pour ce que l'on gagne et pour notre travail chaque jour pour pouvoir le donner à qui que ce soit. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Scott Pave, c'est quelqu'un qui donne beaucoup et je suis ravie de vous transmettre ces informations-là. Je suis un peu sa messagère, je devrais le contacter et lui dire bonjour. Alors, je suis en train d'importer votre méthode, monsieur Scott Pape,
En France, bon, je l'adapte, je la mets à ma sauce et à la sauce française parce que bien évidemment, on n'a pas le choix. Mais voilà, un jour, je vous dis, le jour où je peux avoir Scott Pape sur le podcast de Madame Fauché, j'ai gagné ma vie, je vous le dis tout de suite. Donc, peut-être qu'un jour ça se fera, peut-être pas, mais ça fait partie d'un de mes rêves. Ah là là, je vous le disais dans le dernier épisode, si on n'est pas un peu gêné de partager nos rêves, c'est que nos rêves ne sont pas assez grands pour nous. Je suis la spécialiste pour avoir des rêves très très grands. Je ne suis pas forcément gênée de le partager avec vous parce que franchement, je pense pas que vous allez me juger parce que quand je vois vos retours, je vois que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, si j'allais le dire à d'autres personnes, je pense que je serais un peu gênée, donc je me dis... C'est un bon rêve. Merci en tout cas à vous d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous retrouve sur Instagram pour pouvoir discuter un petit peu de vos retours. Et puis pour voir ma tête en story, mon nom est Madame Fauché comme le nom du podcast. Je vous invite aussi pour me soutenir à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors venir mettre un commentaire ou à venir vous abonner sur une autre plateforme de votre choix. Si vous pensez que cet épisode ou même un autre que j'ai pu faire auparavant peut être très utile à une personne dans votre entourage, je vous invite à lui partager ou à le partager au maximum pour qu'on puisse tous ensemble aider le plus de monde. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas, surtout pas, que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.